Martial Deltel. Bonjour. Le carnaval, personnellement, toi? Peut-être que je peux parler de mon enfance. C'est-à-dire, moi, au départ, l'image que j'ai, moi, je suis pied noir, je suis d'Oran. Et je me souviens, à la période de Mardi Gras, c'est mon père qui était habillé en Don Cabillo, et moi, le suivant, derrière, j'étais fasciné par ce père qui se déguisait pour un oui, pour un non, et qui se baladait tout habillé en Don Cabillo dans la rue. Voilà, ça a commencé comme ça, le coup de cœur. Alors le carnaval, moi, il a occupé vraiment 20 ans de ma vie, 20-25 ans d'une manière importante, parce que d'abord j'ai commencé comme praticien, comme animateur, organisateur de carnaval, et puis à un certain moment j'ai voulu travailler théoriquement sur le sens de la fête, comment le sens de la fête collective et des fêtes populaires avait évolué du Moyen-Âge, où c'était vraiment des facteurs. Là, le carnaval jouait vraiment son rôle totalement, de rencontre, de mélange, d'intégration et tout ça. Et puis comment il a évolué jusqu'à nos jours. Comment, du Moyen-Âge à nos jours, le sens de la fête collective a évolué. Et donc, ça a été l'objet de mon travail en sociologie. Et donc, j'ai fait un DESS sur les fêtes populaires et sur, donc, en particulier le carnaval, mais avec cette problématique. Comment le sens de la fête collective du Moyen-Âge à nos jours, dans nos sociétés modernes, s'est pratiqué, donc y compris en intégrant maintenant des choses comme les Gay Pride, mais aussi peut-être certaines manifestations sportives, mais aussi peut-être certaines manifestations politiques, qui sont très festives, et tout ça, quoi. Mais c'est évident que on n'est pas voilà, ça a été un peu de travailler là-dessus, c'est de voir comment à la fois le sens de la fête collective a évolué en fonction de nos sociétés modernes, et comment, donc en creux, comment on peut recréer de la fête collective aujourd'hui dans nos sociétés modernes, sachant qu'encore une fois, la question est de plus que jamais politique. C'est-à-dire que si on veut que les gens soient acteurs de la fête, il faut qu'ils soient citoyens. Et donc la question de la citoyenneté culturelle débouche obligatoirement au bout d'un moment sur une citoyenneté politique, voilà quoi. Donc voilà, moi c'est un peu cette problématique-là qui m'intéresse toujours et sur laquelle je suis très sensible, quoi. Tu peux nous dire les carnavals où tu es allé? Alors, parce qu'il y a une liste monumentale. Oui, alors bien sûr, j'ai pas fait tous les carnavals du monde. Mais j'ai essayé d'en sélectionner un certain nombre au moment où je travaillais le plus là-dessus. En plus, je faisais de la photo pour reportage sur mon travail. C'est comme ça que j'ai vu Annie Sidreux. J'avais comme ça une demi-douzaine d'expos. Et la dernière, c'était d'ailleurs Carnaval du Monde. Voilà. Donc j'ai commencé par les carnavals en France, donc j'ai fait Nice, j'ai fait Prats-des-Moyaux, j'ai fait Dunkerque, j'ai fait Courmontéral. Qu'est-ce que j'ai fait en France? J'ai fait aussi quelques autres carnavals, mais moindres. J'ai aussi travaillé sur une pratique qui existe encore dans certains endroits. C'était avant les conscrits, quand ils étaient appelés à l'armée. Il y avait une tradition dans l'ouest de la France, dans le nord-ouest de la France. C'était il y avait des oies qui étaient suspendues et donc les conscrits alors ils se déguisaient en carnavaleux, et puis ils devaient tirer la tête de l'oie. Enfin bon, voilà. C'est comme ça des zestes de pratique, voilà. Donc ça c'est pour la France. En Belgique j'ai fait bien sûr Binche, principalement. En Allemagne, en Suisse, j'ai fait Bâle. En Forêt-Noire, j'en ai fait 4 ou 5, des très beaux, dont Rottweil, qui est c'est un carnaval des fous, très très beau carnaval. En Angleterre, j'ai fait le carnaval antillais de Londres, qui est aussi un beau carnaval, donc c'est plutôt une fête antillaise à Londres, mais qui s'est élargie. J'ai fait le carnaval de Tenerife, la fête des pêcheurs, le carnaval des pêcheurs à Tenerife, qui est donc aux Canaries, qui est un beau carnaval. Et puis j'ai fait beaucoup les carnavals sud-américains, donc j'ai fait Cuba, j'ai fait Rio, Olinda, nord-est Brésil, 2 grands carnavals. J'ai fait après la Bolivie, le Pérou. La Bolivie, j'ai fait Oruro, le plus grand carnaval, le carnaval des mineurs, mine d'étain.
avec les Diabladas qui sortent des mines, mais aussi le carnaval de Puno sur le lac Titicaca et le carnaval de Puno sur le lac Titicaca, mais aussi dans les campagnes. Très très beau carnaval sur l'altiplano, des carnavals de village. J'ai fait Venise, bien sûr. Que retiens-tu de ta rencontre avec Annie Sidro? Moi, j'ai un bon souvenir de ma rencontre avec Annie Sidro. C'est elle qui m'a permis de m'introduire, déjà parce que quand je suis arrivé, le carnaval de Nice était déjà largement un peu récupéré au niveau touristique, avec des entrées par rapport à certains passages où il fallait avoir des entrées, c'était payant, truc et machin. Moi, je sais que je suis arrivé avec, elle m'avait donné un truc de presse, et j'ai pu aller dans tous les endroits où je voulais aller. Donc, non, elle avait compris ce qu'était ma démarche, elle était intéressée par ma démarche, elle avait compris que j'étais pas seulement un voyeur ou un reporter lambda, mais que j'étais complètement dans cette problématique qui était la sienne. Et non, moi j'ai un très bon souvenir d'elle. Elle a été elle m'a permis en tout cas de m'intégrer, de bien suivre le carnaval de Nice, alors que je serais passé à côté de pas mal de choses, quoi. Qu'est-ce qui t'a marqué dans ces carnavals? Est-ce qu'il y a des ressemblances? Parce que tu parles du folklore beaucoup. Oui, moi je pense que les vrais carnavals, ceux qui fonctionnent encore, même si des fois ils sont un peu récupérés, dénaturés, tout ça, mais c'est quand encore une fois les gens sont acteurs de la fête, quoi. Et donc après ils intègrent la fête avec leur tradition. Ce que tu appelles du folklore, c'est-à-dire leur tradition culturelle, les Indiens, suivant les endroits où on va, les pêcheurs aussi de Dunkerque, c'est encore autre chose. Chacun y rentre avec ses traditions culturelles, mais c'est surtout pas quelque chose qui est plaqué, c'est quelque chose qui sort de chez eux, et donc là ça participe d'un imaginaire collectif qui est d'une richesse, qui est d'une force. Sur le plan musical, n'en parlons pas. Enfin, les Diabladas à Oruro, il faut le vivre, quoi. C'est un événement magnifique, y compris les carnavals indiens du lac Titicaca, tout autour du lac Titicaca. C'est fantastique. Là, on est vraiment avec des gens très pauvres. Il y a pas de pognon, il y a pas de com, il y a rien du tout. Mais c'est des choses. Voilà. Mais même le carnaval de Rio, moi, quand je suis allé faire le carnaval de Rio. Bien sûr, il y a le Sambadrome, qui est cet énorme stade qui est voué pour le carnaval. Tu rentres, il est 1h de l'après-midi pour avoir une place. Tu rentres là-dedans, t'attends jusqu'à 1h du matin pour avoir ta place. Et t'attends. Et là, t'as les 15 meilleures écoles de samba qui défilent, quoi. Et parce qu'il y a des premières, deuxième, troisième divisions. Et ne pas que les premières divisions. Et là, t'as une école de samba, avec les musiciens, les danseurs et tout ça, c'est 5000 personnes. Donc tu vois, tu as 15 écoles qui défilent, tu as les trucs les plus... Et là, tu vois, il est minuit, tu es trempé, en plus il a plu. Tu vois, là-bas c'est l'été, donc c'est en plus un problème de saison. Il a plu, tu es trempé, tu te cailles et tout ça. Et puis tout d'un coup, tu entends cette musique, tu vois ces écoles de samba qui arrivent, et cette joie, cette pratique massive. Regarde, moi j'ai encore la chair de poule, quoi, tu vois. Mais après, tu vas à Olinda, dans le nord-est, qui est vraiment là un carnaval plus traditionnel, on va dire, moins encadré, moins récupéré, on va dire. Et là, c'est aussi très très beau, quoi. Très très beau, avec... Non, il y a vraiment... Et puis j'ai pas fait le carnaval de Bahia, mais il paraît qu'il est... voilà, quoi. Voilà, quoi. J'en ai fait quand même 20-25, quoi. T'es bien atteint de la fièvre carnavalaise quand t'as la carnavalina, comme diraient certains... La fièvre, tu l'as, tu vois. Tu peux marcher, moi, parce qu'un carnaval, c'est 2-3 jours, quoi. Tu marches, t'es dans la rue, t'es dans les gens, t'es dans le truc, t'es épuisé et tu tiens, quoi. Et tu tiens parce qu'il y a cette fièvre qui est là, quoi. Non, moi, c'est des grands moments de ma vie, quoi. Et tu carnavalier ou carnavaleux? J'ai jamais utilisé le mot de carnavaleux, mais il est très courant aussi. Moi, non. Moi, j'ai été les deux. J'ai été organisateur à la fois conférencier sur les fêtes carnavalesques. J'étais organisateur d'un grand carnaval et j'étais carnavaleux parce que j'étais l'acteur principal
de mon carnaval, un des acteurs principaux. Peux-tu nous en parler de ton carnaval? Alors, on peut en venir à ce carnaval. C'était donc, j'étais donc directeur du MJC sur une ville de la banlieue du Mans, donc ville industrielle, où il y a eu un exode rural important dans les années 60, 70, et donc plein de lotissements dans ces villes alentours du Mans. Et donc le problème de ces villes nouvelles, des villes dortoirs, c'est qu'elles avaient peu de patrimoine. Si ce n'est une église qu'elles avaient restaurée, point final. Mais il n'y avait pas de patrimoine immémorial et donc de culture réellement, quoi. Et donc ça a été de travailler là-dessus. Et heureusement pour moi, dans cette ville, il y avait une légende qui courait, parce que les carnavals, ça part toujours d'une histoire, d'une légende. Et donc il y avait une légende qui courait sur une sorcière qui avait ensorcelé, à l'époque c'était un hameau, ce village au Moyen-Âge, et les habitants, pour s'en débarrasser, l'avaient jeté dans la Sarthe, le fleuve de cette ville. Et donc le premier, il l'avait jeté dans la Sarthe, et manque de peau, elle avait harnagé. Et donc moi, avec un conteur et un comédien, on a décidé de donner une suite et de créer un carnaval traditionnel. J'avais beaucoup travaillé déjà sur les carnavals et je voulais que ce soit un carnaval traditionnel, c'est-à-dire où les gens, d'une part, soient acteurs, mais aussi avec tous les rituels que constitue qui se créent dans un carnaval. Donc on s'est dit, puisqu'il y a cette légende, il faut partir de là. Et donc tous les ans, à la période de Mardi Gras, la sorcière sera de retour. Et donc on a commencé. Alors dans un premier temps, on a été dans une démarche un peu de transmission, un peu directive. Il n'y avait pas de tradition carnavalesque, c'était des carnavals d'enfants sans grand intérêt. Et donc il a fallu impulser quelque chose, comme un projet culturel différent. Et donc on a commencé comme ça, on a mobilisé quand même pas mal de gens, en particulier de jeunes, sur ce projet. Ce qui a eu de bien, c'est que les élus de la ville, quand on leur a présenté le projet, ont suivi, ils l'ont financé, et puis y compris en termes de déguisement, et puis on a impliqué toutes les associations qui existaient dans le village, dans la ville plutôt. Donc voilà, on n'a pas démarré de zéro. Et puis petit à petit, l'affaire a pris à tel point que au bout de 2-3 ans, on a commencé à créer des sociétés de carnavaliers. Il y avait suffisamment de monde dans les rues, par quartier, pour créer des sociétés de carnavaliers. C'était réellement ceux qui faisaient vraiment l'âme du carnaval, en les associant y compris aux décisions, aux projets et tout ça, quoi. Nous, toujours en ayant un peu d'impulsion, un rôle d'impulsion, mais comme ça se passe dans toutes les carnavals, il y a un peu des gens plus moteurs que d'autres, mais où les acteurs étaient quand même les habitants. Et on a fait et l'affaire a tellement pris qu'à la fin, d'ailleurs, on ne jugeait plus la sorcière. On l'attendait avec impatience. Alors au début, on l'a jugée, on l'a jetée dans la Sarthe. Et puis c'était une copine comédienne qui ressortait de l'autre côté de la rive. Et puis elle se sauvait, elle reviendrait la fois suivante. Ça a duré 2 ans. Et puis au bout de 2 ans, il commençait tellement à avoir de succès qu'on a décidé on la jugerait plus, on la jetait plus. Donc on a un peu dévié vis-à-vis de l'histoire. Et donc chaque année, c'est une sorcière différente. Et une fois, elle est arrivée en chemin. On avait passé un partenariat avec la SNCF. Elle est arrivée en chemin de fer à vapeur. Une autre fois, toujours la SNCF comme partenaire, elle est arrivée en TGV de Paris. Cette année-là, c'était plutôt une sorcière un peu maquerelle avec toute sa bande qui arrivait comme ça. On l'attendait avec fanfare, truc et machin, et puis une bagnole américaine. On lui a fait faire le tour du Mans, et puis après, voilà. Une autre fois, elle est partie en montgolfière. Et à chaque fois, les gens, c'était vraiment de plus en plus important. Alors, ce qui est aussi intéressant par rapport à ce que je dis, moi, la quintessence, ça a été un facteur d'identification très très fort. Et les gens se réclamaient tout de suite de la ville. D'ailleurs, la ville a tout de suite construit une statue sur le principal rond-point de la ville. Donc, quand on disait harnage, oui, la sorcière. On était identifié à la sorcière, et donc ça c'était bien. Et puis alors le travail social qu'on a fait, c'est-à-dire qu'il y avait un quartier populaire où des gens qui étaient un peu à la dérive, chômeurs, quartier populaire sensible.
On est arrivé, on les a impliqués avec des ateliers, des trucs, des machins. À la fin, c'était comme le carnaval de Rio. C'est-à-dire il fallait qu'ils aient les plus beaux costumes, les plus beaux déguisements, et ils étaient, pour eux, c'était à chaque fois très important. Et à tel point que ça a été un facteur d'intégration pour un tas de gens, que dans la lancée, ils ont appris à continuer leur vie citoyenne. Ils ont créé un comité de locataires dans ce quartier. Ils ont revendiqué. Voilà. Même chose avec les gens du voyage. On avait un énorme terrain de gens du voyage. Là-bas, c'est plutôt des manouches. Ces manouches, à l'époque, ils avaient leur propre école. Et il y avait dans le même quartier, il y avait l'école des gens d'Arnage. On a fait un travail avec eux très important. Et au début, il y avait le carnaval des enfants des manouches et le carnaval des enfants de l'école. Et donc moi j'ai dit, mais hors de question, on va les mélanger, il est hors de question de les séparer. Alors au début, pétition des gens, on mélange les gens, c'est quoi et tout ça. Et puis après, ça a eu un énorme succès. Et eux aussi, les gens du voyage, ils se faisaient un plaisir d'être au moment des grands défilés, d'être là avec leur musique, avec leur déguisement. Donc voilà, voilà, quand je dis c'est la quintessence de la fête, on était vraiment dans toutes les fonctions de la fête populaire. Intégration, identification, insertion. Voilà, et puis en même temps, les premiers déguisements étaient assez pauvres, y compris des adultes. Mais à la fin, on exposait les chars, on exposait les costumes tellement ils étaient beaux, quoi. Voilà, donc aussi en termes d'imaginaire collectif, on a créé des choses qui ont très très bien marché, quoi. Mais il y a des chars ? Alors c'est pas des chars, c'était plutôt des vélos, charrettes, des choses comme ça, très déguisées, très très verts, un peu à l'allemande, quoi, forêt vierge. D'accord. Ce qui est intéressant dans la fête carnavalesque, c'est que c'est un imaginaire collectif que tu partages et que tu crées ensemble. C'est-à-dire on est vraiment dans de la création collective, dans de l'art collectif, quoi. Des gens qui construisent ensemble des chars, ensemble des costumes, dans le plus grand secret pour pas que l'autre société ou l'autre groupe ou les autres voisins voient ce que tu as fait. Je peux finir, moi, après, sur le carnaval d'Arnage, parce qu'on avait créé un rituel. C'est-à-dire, nous, il y avait le gouvernement carnaval, il y avait que les copains comédiens, conteurs, et puis on avait une sorcière à nous, on avait un curé hérétique, on avait un comédien qui était une sorte de grande gueule, qui se permettait, qui était très provoque et tout ça, et moi, j'étais le grand mamamouchi, c'est-à-dire le garant du carnaval de la sorcière. Et donc, il y avait les élus qui étaient habillés en grands bourgeois de Calais. Et donc, un mois avant le début de carnaval, très officiellement, on faisait une cérémonie où ils nous remettaient les clés de la ville et le monde à l'endroit passait à l'envers. Et on avait le pouvoir du carnaval pendant ce mois-là. Et donc, il se passait plein de choses et tout ça, quoi, plein de défilés d'enfants et tout ça. Puis, au moment des jours gras, samedi, dimanche, lundi, mardi, là, il y avait les grands défilés. Et le dernier jour, le mardi gras, ça se finissait par un énorme défilé où on avait aussi créé des jurys, un jury qui était habillé avec un peu comme le médecin malgré lui, tu vois, enfin les médecins du médecin malgré lui, donc tout en rouge comme ça, et qui notaient les groupes les plus qui faisaient le plus de charivari, les plus beaux, et avec les plus belles sorcières, parce que chacun devait présenter au moins une sorcière. Et donc, ils notaient, et donc, tout ça se finissait dans la grande salle de bal, où là, officiellement, avant que le bal commence, on remettait le maire, qui était habillé en grand bourgeois de Calais, remettait en présence du gouvernement carnaval. Nous, on avait notre propre aussi musique propre, avec des musiciens, des violonneux et tout ça. Et donc, il remettait pour le groupe qui avait gagné, le balai d'or pour la sorcière qui avait gagné et son groupe, le balai d'argent pour le deuxième groupe et le balai devant sa porte pour le troisième groupe, quoi. Et puis, on finissait donc la période de carnaval. Il nous remettait officiellement les clés avant que le bal commence et le monde à l'envers revenait à l'endroit. Et donc il ouvrait le bal, le maire reprenait le pouvoir, il ouvrait le bal avec la sorcière qui avait gagné, avec une très très belle valse, une très lente, et puis c'était la fin de carnaval, et donc le monde à l'envers était passé à l'endroit, et on attendait, il fallait attendre l'année prochaine, l'année suivante. Comment vois-tu le carnaval du futur ? Je crois est-ce que ça va rester comme c'est à l'heure actuelle ou est-ce que ça va mélanger avec les technologies actuelles ? Quels que soient les matériaux, quels que soient les outils qu'on utilise,
tout est possible. Pourquoi pas? Il faut vivre avec. En effet, donc le numérique peut être d'une grande aide. Par rapport à ça, aucun problème pour, y compris aujourd'hui que les carnavaliers de Nice utilisent pour faire leur maquette de futurs chars, le numérique, aucun problème. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de déposséder le peuple de sa fête. Et je reviens à l'essentiel. Goethe définit la fête, le carnaval, c'est une fête que le peuple se donne à lui-même. Alors avec les moyens de l'époque comme les moyens d'aujourd'hui, mais s'il n'est pas acteur, c'est plus le carnaval. C'est une fête spectacle, comme il y en a 36 000, des parades, là, le marché de Noël, t'as vu, là, c'est pas ce qui manque, là. Tu vas à Perpignan, des parades où des gens qui se déguisent pour te faire bouffer et acheter n'importe quoi, et puis les gens, ils regardent et puis ils consomment. Voilà, ça c'est la fête spectacle au service du marché, mais on n'est pas... Non, c'est clair que si tu veux que les gens soient acteurs, au niveau aujourd'hui de césure qu'il y a entre ce qu'est devenu la société de consommation, y compris la consommation du spectacle et de la culture, et la vie quotidienne des gens avec tout ce qu'ils vivent et tout ce qu'ils ressentent et comment ils pourraient l'exprimer autrement, il y a une telle césure que de fait, la fête aujourd'hui, elle ne peut être que subversive ou profondément politique, quoi. Si c'est pas dire, pour ne pas dire révolutionnaire. D'ailleurs, pour venir à Nice, il y a Loup Carnaval, c'est le carnaval gay de Nice, qui sont en période carnavalesque. Voilà. Et là, peut-être qu'on peut retrouver du sens, où là, les gens sont... Encore une fois, c'est cette notion d'acteur qui est essentielle. Parce qu'on peut tout inventer, on peut faire les plus belles parades qu'on veut. Si c'est des professionnels de la parade ou qui font ça... Bon, ce sera peut-être très beau parce qu'en effet, c'est leur métier. Mais quid encore une fois, des gens, quoi. Les gens, encore une fois, il n'y a pas de... Moi, je crois que c'est vraiment la ligne de conduite et c'est vraiment le fil à plomb de la fête carnavalesque. Elle a de sens que si, encore une fois, le peuple est acteur de la fête. Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour celles et ceux qui voudraient se lancer dans la création d'un carnaval dans leur village ou leur quartier, ou qui ont l'âme carnavalier ou carnavalière? Moi, je crois qu'il faut, travailler sur, en effet, une histoire, et pas une histoire plaquée, mais essayer au maximum qu'elle s'inscrive dans l'histoire du village ou d'un épisode qui s'est passé dans le village. Ça peut être aussi une histoire qui s'est passée dans le village et que vous avez envie de reprendre, l'adapter. Il n'y a pas de tabou. On peut reprendre des choses et les adapter. En tout cas, qui s'inscrit quand même de préférence dans l'histoire du village, que ce soit pas quelque chose qui soit complètement extérieur au village. Ça me paraît la donner, parce que c'est important, parce que c'est à partir de là qu'on va greffer tous les rituels qui viendront. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut vraiment travailler avec le peuple, c'est-à-dire les associations du village, les acteurs du village, politiques et non politiques, les commerçants aussi, voilà. Mais avec à chaque fois le souci de ne pas se faire récupérer, et que ce soit que, encore une fois, la boussole acteur de la fête soit, je veux dire, la notion d'acteur soit préservée, quoi. Je te remercie beaucoup. Voilà. Et puis à la prochaine. Voilà, et puis bonne chance à toi par rapport à tes projets de carnavalesques. Merci beaucoup.